Salut Daniel. Bonjour, bonne année. Ah oui, bonne année à toi aussi, Bah merci. oui. Merci à nouveau d'avoir accepté mon invitation. Daniel, je ne te présente plus, mais je vais le faire quand même. Enfin, on ne te présente plus, mais je vais le faire quand même. Tu es élue parisienne, membre de la France Insoumise. Tu es même oratrice nationale de la France Insoumise. Je t'ai invité aujourd'hui parce que j'avais envie d'entendre sur la colère de Yann Brossa dimanche dernier sur un projet notamment de logements sociaux dans le 16e arrondissement de Paris. Il vous accuse, avec les écologistes, de vous être alliés à la droite pour faire barrage à ce projet. C'est le tribunal administratif de Paris qui s'est opposé à ce projet en disant en gros qu'il y avait une contradiction avec le PLU et les engagements qui avaient été pris par la municipalité sur les questions écologiques. Mais j'ai envie de savoir, les insoumis, ils sont contre le logement social, notamment dans le 16e arrondissement, chez les riches? À ton avis, bien sûr qu'on est favorable au logement social et en plus on est favorable au logement social dans tous les arrondissements et donc qui est enfin de la mixité sociale aussi dans le 16e. Après, il faut regarder chaque projet. Et le problème, c'est qu'il faut faire une politique où le social et l'écologie doivent aller de pair. Et donc, c'était quoi ce projet? Eh bien, tu as une école en fait qui là, donc, est fermée, qui a besoin d'être reconstruite, d'avoir des travaux. Et il y avait donc un projet de construction de logements sociaux, mais qui de fait allait réduire la cour de l'école et les bâtiments allaient tellement surplomber l'école que ça allait poser problème au niveau de l'école. Donc, que ce soit en termes de sécurité, hein, tu sais, nous, dans le 20e, on avait une école comme ça où les logements étaient tellement surplombants qu'il a fallu mettre un grillage Ouais. au-dessus pour qu'il n'y ait pas d'objets qui tombent. Enfin, voilà. Et puis, il y a un problème vraiment de penser l'urbanisme en fonction aussi de l'urgence écologique. C'est-à-dire qu'il faut absolument anticiper les problèmes des îlots de chaleur et donc sur chaque projet ne pas hyper densifier et penser les espaces en pleine terre. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire il faut absolument, dans les écoles, penser les cours comme des îlots de fraîcheur et puis totalement les réduire et faire un projet hyper densifiant. Donc, bien sûr qu'on est pour le logement social. Il y a plein de bâtiments vides à réquisitionner dans Paris. Il y a plein de bâtiments vides à préempter et des bâtiments de bureaux à transformer en logements sociaux. Et on doit donc, par ce choix-là, rendre compatible la question sociale et la question écologique. Alors, on voit bien quand même à Paris, il se passe quelque chose. Après Anne Hidalgo sur les écologistes qui les avaient accusés de ne pas être très clairs avec la question de la République, c'est au tour maintenant de Yann Brossa de s'attaquer ou d'attaquer ses alliés. Quelle lecture il faut faire de ces prises de Alors, parole assez sévères, assez virulentes à l'égard des alliés historiques des communistes notamment? alors, déjà, tu as l'immédiateté du sujet. Parce que le sujet, c'est quoi ce dimanche? Le sujet, c'est que vous avez des exilés dans Paris qui sans cesse sont chassés par la préfecture l'allemand, où l'objectif à chaque fois, c'est de les mettre à l'abri des regards et non pas les mettre à l'abri et de les chasser hors de Paris. Alors, l'hébergement des personnes exilées, c'est une compétence de l'État. Mais ce que je n'arrête pas de dénoncer depuis au moins 2014, c'est que quand on est face à une urgence humanitaire, même si c'est de la compétence de l'État, on mène le bras de fer pour que l'État prenne ses responsabilités. Et puis, quand on ne gagne pas, eh bien, on assume de répondre à l'urgence humanitaire. Et donc, j'estime que la ville, au lieu de renvoyer la balle à l'État, elle devrait, dans le rapport de force, assumer de mettre à l'abri. Or, la ville met à l'abri quand elle est quelque part acculée par le rapport de force à le faire. Et en fait, quand tu as eu cette occupation avec des collectifs comme Utopia 56, comme le DAL, où ils ont eu raison d'occuper cette école parce que ça a permis de mettre en visibilité ce que le gouvernement veut rendre invisible. À ce moment-là, eh bien, comme par hasard, alors qu'il n'avait pas de réponse de la part des pouvoirs publics, y compris de la mairie, tout d'un coup, M. Yann Brossa arrive et ouvre des gymnases. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque étape, il faut qu'il soit en situation d'être acculé pour pouvoir réagir. Bon, Mais et il je dit pense en que c'est gros, mais aussi… il dit à ce moment-là aussi, il dit vous, les écologistes et les insoumis, vous freinez la construction de logements sociaux à Paris. Voilà, donc lui, sa meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, c'est de faire croire que c'est à cause de ses décisions sur des projets totalement mal ficelés qu'ils sont mis en situation de ne pas réagir. Or, quand il ouvre les gymnases, la preuve est que les gymnases, il aurait pu les ouvrir depuis au moins 3 mois. Et surtout, franchement, quand on regarde le problème de la politique municipale sur le logement, à Paris, il y a beaucoup à en dire. Tu sais, il y avait 35% d'ouvriers employés en 2001, il n'y en a plus que 24% aujourd'hui. Alors que dans la société, dans son ensemble, il y en a 50%. Ça prouve bien que la politique en matière de logement social, elle ne répond pas à l'urgence sociale et que Paris se gentrifie. Par exemple, sache que dans les centres d'hébergement d'urgence, qui sont totalement en sursaturation, il y a par exemple 8000 personnes dans les centres d'hébergement d'urgence qui sont éligibles au logement social. Donc il y a bien un effet, si tu veux, d'embouteillage où
la crise de l'hébergement, la crise du logement sont liées. Mais aujourd'hui, Paris continue, dans ses politiques en faveur du logement social, à faire 30% de logements en catégorie PLS. Alors, ça peut paraître chiant et très technique, mais PLS, c'est un autre niveau de revenu. Tu vois, le plafond de ressources, une famille avec 2 enfants, c'est beaucoup plus élevé. Tu vois, c'est plutôt des couches moyennes supérieures du salariat. Or, 90% des demandeurs de logements sociaux sont éligibles à des loyers faibles, qui sont les catégories PLAI, PLUS. C'est-à-dire que la politique de la mairie de Paris, très axée sur le discours classe moyenne, finalement est discriminante à l'encontre des classes populaires. Et donc, s'il y a 8000 personnes qui sont en train d'occuper de l'hébergement, alors qu'ils devraient être dans le logement social, là, c'est de la responsabilité de la ville de Paris et de cette politique que je dénonce parce qu'on pourrait faire autrement. Alors, toujours sur la politique du logement, un conseil de Paris doit avoir lieu début février. J'ai vu que tu allais déposer un vœu au prochain conseil de Paris pour exonérer de loyer les locataires touchés par la crise. C'est possible, ça? C'est-à-dire qu'une collectivité peut prendre cette décision? Écoute, la collectivité parisienne, elle a pris la décision d'exonérer de loyer l'ensemble des commerces, des associations, des petites entreprises qui sont logées dans les locaux d'activité qui dépendent des bailleurs sociaux. Donc la ville comprend bien que face à l'urgence de la crise sanitaire, de la crise sociale, qui est consécutive à la crise sanitaire, pour essayer de freiner, d'empêcher des faillites, eh bien, elle décide de l'exonération des loyers pour les locaux d'activité. Mais toutes celles et ceux qui ont perdu la totalité de leurs revenus, comment font-ils? Eh bien, il faut donc aussi étendre cette mesure-là par l'exonération de loyer. Alors, je suis consciente que c'est des sommes colossales, hein, mais là, il y a une urgence sociale et qui fait que tout le monde devrait se rendre compte, comme le disent les parlementaires européens de la France insoumise, il faut décréter l'état d'urgence sociale. Décréter l'état d'urgence sociale, c'est augmenter les minima sociaux, c'est par exemple de faire que tous les jeunes des 18 à 25 ans puissent être éligibles au RSA, et c'est notamment empêcher les expulsions locatives pour impayés de loyer, parce que les impayés de loyer vont commencer à exploser. Et du coup, c'est aussi d'apurer les dettes. Les dettes privées, il faudrait les annuler. C'est-à-dire que les dettes locatives, il faudrait pouvoir, pour personnes qui n'ont plus de revenus, les annuler, comme les dettes des petits restaurants, bars et équipements culturels qui sont obligés de fermer, leurs dettes devraient être prises par l'État. Cette bataille sur l'exonération des loyers, elle est importante. Et tu sais, on va fêter les 150 ans de la Commune de Paris. La Commune de Paris, elle se faisait après la guerre de 1870. Ils avaient pris une mesure qui était d'exonérer le loyer pendant 9 mois parce qu'ils disaient, voilà, le peuple a payé un lourd tribut de cette guerre, de la même manière qu'aujourd'hui, on sait que c'est les classes populaires qui sont les premières victimes à la fois du Covid et à la fois des conséquences sociales de cette crise-là. Eh bien, donc, il faut mettre à contribution les propriétaires et que la puissance publique, quand il s'agit de petits propriétaires, vienne en aide. Mais l'accession de l'exonération des loyers, du coup, se pose. Dans les autres sujets qui fâchent au sein de la majorité, il y a la question de la police municipale. Alors, histoire de bien faire passer la pilule à gauche, il semblerait qu'une école pourrait fermer pour ouvrir un commissariat dédié à cette police municipale. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'enfants à Paris, c'est pour ça qu'on ferme les écoles? Alors, tu as une problématique dans le 10e arrondissement d'une baisse des effectifs qui est réelle. Mais tu sais, tout se tient. Tu as une baisse des effectifs parce que aussi les conditions d'habitat dans Paris, avec l'explosion des loyers, fait que beaucoup de personnes, dès que tu as des enfants, bien souvent, tu te barres, hein, tu franchis le périphérique parce que sinon, tu ne peux pas trouver un appartement. Donc, on sent que leur politique du logement n'agit pas à la cause de la baisse démographique parisienne. Et si la seule réponse à cela, c'est de fermer les écoles, c'est problématique. Puis alors là, c'est symbolique parce que tu connais la phrase de Victor Hugo, quand on ouvre une école, on ferme une prison. À Paris, on fait l'inverse. On va fermer une école pour ouvrir le futur commissariat de la police municipale. Donc, le symbole est catastrophique. En plus, même s'il y a une baisse des effectifs dans le 10e arrondissement, on voit bien dans le contexte de Covid que les petites écoles parisiennes, on aurait besoin de pousser les murs pour pouvoir faire des cours en demi-groupe, pour pouvoir justement mieux respecter des protocoles sanitaires qui empêchent la contamination. Donc, il ne faut surtout pas fermer une école. Il faut au contraire pouvoir… D'ailleurs, la ville elle-même, c'est là où c'est totalement contradictoire, hein. Cet été, la ville avait interpellé le gouvernement pour dire nous, on est prêts à aider au dédoublement des classes. On est prêts à essayer d'ailleurs de réquisitionner des centres d'animation, des théâtres, des gymnases, pour essayer de bidouiller. Et ils avaient raison dans d'autres endroits pour pouvoir accueillir les élèves. Et on est même prêt à ce que des animateurs de la ville de Paris puissent être recrutés en masse pour pouvoir seconder les enseignants.
comme la France Insoumise d'ailleurs proposait un grand plan de recrutement d'emplois jeunes étudiants pour seconder les professeurs. Donc tout ça, on a l'impression qu'ils ont oublié. Et là, hop, effet d'aubaine, opportunité, il y a une baisse des effectifs, fermons cette école pour ouvrir le commissariat de la future police municipale. Au secours, quoi. Tiens, d'ailleurs, j'en ai une bonne sur la police municipale. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la personne qui va être responsable de la déontologie à la police municipale, eh bien, c'est une personne qui a eu un blâme, je trouve ça bien léger pour la faute, au niveau de la ville de Paris, parce que cette personne avait apposé, c'est un énarque, avait apposé un autocollant Front de libération du cochon sur la porte de son bureau. Et Front de libération du cochon, c'est un groupuscule d'extrême droite. Moi, je suis très inquiète. Donc, non seulement je suis contre les polices municipales, mais je suis très inquiète parce que je ne vois pas en quoi là, la police municipale va se prémunir des effets de système que l'on voit aussi dans la police nationale. Et voilà, je suis très inquiète parce qu'ils n'auront pas les mêmes moyens pour former les agents qu'une police nationale où là on voit qu'il y a vraiment un déficit en termes de formation pour garantir la lutte contre le racisme et les abus en termes de violence policière. Et c'est un très mauvais signal que de se dire que c'est quelqu'un qui pose un autocollant d'extrême droite et qui s'est justifié simplement en disant c'était une blague, qui se retrouve responsable de la déontologie. Et la personne qui a dénoncé cela, par ailleurs, a été licenciée par la ville. D'accord. Voilà. C'est intéressant. On va suivre ces histoires de police municipale dans les semaines qui vont venir. On continue sur les désaccords. Daniel, tu as déposé un recours auprès du tribunal administratif pour t'opposer à la privatisation du crématorium du Père-Lachaise. Un appel d'offres a été lancé par la mairie de Paris auquel tu t'opposes. Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette affaire, notamment du crématorium? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le fond du dossier. Moi, je pense qu'il faut être attaché aux services publics. Et les services publics doivent être gérés par le public, quoi, être gérés en régie directe. Et les délégations de services publics, c'est des formes de privatisation. Et puis alors, il y a des services publics qui sont d'autant plus sensibles. Un crématorium, c'est un service public qui n'est pas neutre, quoi. Puis le crématorium du Père-Lachaise, il a une longue histoire. Il a été fait donc, bien après la Révolution française, mais c'est en héritage de tout le combat des Lumières, qui était de dire eh bien, il faut permettre une cérémonie digne à celles et ceux qui ne veulent pas avoir une cérémonie dans un édifice religieux. Et donc, il faut un bâtiment laïque. Donc, c'est une sacrée bataille en termes de laïcité, de service public que ce crématorium du Père-Lachaise. Sauf qu'il n'y a qu'un seul crématorium à Paris, donc la ville avait le projet d'en créer un autre à Pantin. Donc, non seulement ils n'ont pas demandé l'avis aux habitants de Pantin, parce qu'il va être situé à l'endroit le plus pollué de Pantin, mais en plus, pour la construction du futur crématorium et l'exploitation des deux crématoriums, l'actuel et le futur, au lieu de se dire on a une société d'économie mixte, on va transformer cette société d'économie mixte pour qu'elle devienne une régie directe, puisque c'est la ville qui est majoritaire dedans. Et puis comme ça, c'est bien la ville qui gère son crématorium et son futur crématorium. Elle a décidé de faire un appel d'offres et c'est une entreprise privée qui remporte l'exploitation du crématorium. Moi, ça me choque énormément que ce soit l'entreprise Funicap. Puis tu as un deuxième sujet, c'est là-dessus que je fais le recours en tribunal administratif parce qu'hélas, je ne peux pas faire un recours en tribunal administratif pour dire c'est un choix libéral totalement contraire à l'intérêt général qui a été choisi, même si c'est le fond de ma pensée. C'est qu'ils ont pris une assistance à maîtrise d'ouvrage pour préparer le cahier des charges et comparer les offres. Et cette AMO, l'entreprise qui a été choisie, Girus, sur son site internet, on voit qu'il est inscrit que son principal donneur d'ordre, c'est l'entreprise Funecap. Donc là, il y a vraiment un manquement à l'impartialité, il y a un conflit d'intérêts manifeste, puisque l'entreprise qui est choisie pour comparer les offres, en l'occurrence, il y avait donc la société d'économie mixte de la ville de Paris qui postulait et l'entreprise privée Funecap, celle qui est censée arbitrer entre les deux offres, eh bien, a déjà souvent travaillé et se vante sur son site d'avoir pour principal donneur d'ordre Funecap. Donc là, c'est vraiment, je trouve, très grave. Alors, il y a un autre sujet qui fait actualité aussi au sein de la ville de Paris et parmi les élus de la ville de Paris. C'est l'affaire MeTooGay. C'est parti d'un élu communiste parisien accusé avec son compagnon de viol. Depuis, la parole s'est considérablement libérée sur les réseaux sociaux. On a entendu énormément de témoignages, mais quand même, on se pose une question en tant qu'observateur de l'extérieur. C'est vrai qu'à l'hôtel de ville, à la mairie de Paris, on a vu un certain nombre d'affaires se suivre
déjà dans la précédente mandature avec l'affaire Denis Baupin, la nouvelle mandature avec l'affaire qu'on a appelée Christophe Girard, Pierre Heidenbaum. Il y a eu aussi une histoire avec un collaborateur écologiste. Et comment tu expliques ça? Je crois d'ailleurs que tu vas déposer un vœu au prochain Conseil de Paris sur l'exemplarité des élus. Et comment ça s'explique, cette concentration? Parce qu'il y a plus de focus, il y a plus de lumière sur la ville de Paris, sur l'hôtel de ville, ou il y a une autre explication? Alors, je pense que d'abord, tu as toujours un lien entre lieu de pouvoir et lieu où il peut y avoir des abus, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle jusqu'au viol. Parce qu'on sait que dans les rapports de pouvoir, eh bien, la domination patriarcale peut d'autant plus s'imposer. Première chose. Deuxième chose, il y a ce mouvement de libération de la parole qui a commencé par MeToo et qui ensuite s'est développé aussi à travers MeToo Inceste et maintenant MeToo Gay, fait sans doute que la parole se libère plus à Paris. Je ne suis pas du tout persuadée qu'il y a une particularité plus propre à Paris sur ces scandales-là. Bon. Maintenant, là où je suis choquée, c'est que quand même, on a l'affaire Christophe Girard, Heidenbaum, ce collaborateur du groupe Les Verts, cet élu communiste, et il n'y a pas une seule prise de décision nouvelle de l'exécutif parisien. Moi, je demande, c'est quand même le minimum, c'est qu'on propose une formation à l'ensemble des élus et à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs pour que tout le monde soit bien plus formé sur justement l'ensemble de ces problématiques de lutte contre les violences sexistes sexuelles. Ça me semble essentiel. C'est la première chose à faire. Donc ça, je vais essayer donc de porter cela. Deuxième chose, il ne faut pas croire que ça se passe que parmi les élus. Moi, j'ai souvenir dans la mandature précédente, il y avait un directeur général des services à la mairie du 20e qui avait été accusé par un agent de logistique général. Donc, en fait, c'est les catégories C qui réceptionnent le courrier, qui ensuite organisent les salles, et qui estimait avoir été victime d'une agression sexuelle de la part du directeur général des services. Quand j'ai essayé de porter le sujet, d'emblée, il y avait une disqualification faite par le pouvoir, quelque part, de la parole du catégorie C. Et d'emblée, il y avait une solidarité exprimée en direction du directeur général des services. Et même, je l'avais abordé en question d'actualité, la maire de Paris, d'emblée, prenait soutien fait et cause pour le directeur général des services. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet système, c'est-à-dire l'entre-soi des nominants qui se protègent entre eux. C'est-à-dire que la domination patriarcale, elle est étroitement liée avec la domination de classe. Et donc, il faut être conscient de cela pour décortiquer et surtout faire en sorte qu'il y ait des dispositifs où, même si on doit avoir une présomption d'innocence, eh bien, on prenne en compte la parole des victimes. On arrête de mettre en doute la parole des victimes. Et franchement, il en coûte beaucoup pour une victime de pouvoir enfin parler, dire et dénoncer. Et donc, c'est pour ça que moi, je soutiendrai toujours la prise en compte de la parole des victimes. Et un dernier problème… Ouais. Vas-y. Non, je disais qu'on a eu aussi, au niveau de la ville de Paris, en février 2019, une autre affaire extrêmement grave dans une école du 3e arrondissement, une école maternelle, un animateur qui a été donc mis à pied par la ville de Paris parce qu'il était accusé de pédocriminalité, d'agression sexuelle, de viol sur des petits-enfants, quoi. Et les parents ont dénoncé, il y a 2 articles terrifiants, glaçants dans Mediapart. Les parents ont vraiment montré à quel point… Ouais, une enquête où les parents vraiment montrent qu'il y a eu un dysfonctionnement des autorités, à la fois d'abord police-justice, mais aussi ville de Paris. Donc moi, je demande aussi à travers un deuxième vœu qu'il y ait une formation de l'ensemble des professionnels de la ville qui interviennent auprès des enfants et qu'on retravaille vraiment les dispositifs pour à la fois faire de la prévention et quand il y a un terrible crime comme ça est révélé, comment est-ce que l'on réagit et comment on prend en compte et comment on accompagne. Comment on gère l'après, en l'occurrence, Anne Hidalgo, sous la pression des associations, mais aussi de certains élus dont tu fais partie et aussi des écologistes. Christophe Girard a été démis de ses fonctions, enfin il s'est mis en retrait. Heidenbaum a perdu sa délégation, il était élu en charge de la Seine, je crois. Christophe Girard, le procès n'aura pas lieu puisqu'il y a eu un classement sans suite de cette affaire. A priori, il pourrait revenir au Conseil de Paris dès le mois de février. Il revient d'ailleurs. Il a annoncé qu'il allait revenir. Il est plus coupable, il n'est pas coupable aux yeux de la justice et il a été élu. Qu'est-ce qui empêcherait son retour au sein du Conseil de Paris?
Ben, tu vois, si moi, pour l'instant, je suis un groupe à moi toute seule, hein, même si on ne me le reconnaît pas, mais au Conseil de Paris. Euh, mais si j'étais dans un groupe avec beaucoup d'élus et que j'avais un élu comme lui, moi, ce qui me choque dans cette affaire, il y a pas mal de choses qui me choquent, mais notamment, Christophe Girard n'a jamais dénoncé l'apologie de la pédocriminalité de Matzneff. Ouais. Alors qu'il ne peut pas l'ignorer, l'apologie de la pédocriminalité. Hein. Euh, donc, sans même regarder tous les faits pour lesquels la justice, finalement, ne sera pas saisie parce qu'ils sont trop antérieurs, moi, dans mon groupe, je n'accepterai pas qu'un membre qui n'est pas capable de dénoncer une apologie de pédocriminalité puisse rester dans mon groupe, parce que c'est une question de principe. Il faut vraiment maintenant qu'il y ait un avant et un après. Voilà, le côté valoriser la culture du viol et la pédocriminalité, comme on peut le faire un certain nombre d'écrivains comme Matzneff, il faut absolument qu'il y ait une rupture avec cela. Sinon, on ne peut pas lutter contre la pédocriminalité. Donc moi, dans mon groupe, je n'accepterai pas. Donc la question, elle est posée au groupe Paris en commun et aux socialistes. Quels sont leurs principes? J'étais en deuxième commission hier. À la fin de la réunion de la commission, tout d'un coup, il y a M. Christophe Girard qui était là et qui pose une question comme si de rien n'était, comme s'il était un élu comme un autre et qu'il n'y avait absolument aucun problème. Et les socialistes lui répondent et tout ça dans un entre-soi, aucun souci. Mais la question que je pose, c'est est-ce que M. Christophe Girard s'exprime en tant que conseiller de Paris? Et hélas, là, on ne peut pas le faire démissionner du Conseil de Paris. Mais le groupe Paris en commun, est-ce qu'ils acceptent qu'il soit toujours membre de leur groupe? Et là, ils ont une responsabilité politique à assumer. Moi, je ne l'assumerai pas. Je le refuserai. Enfin, j'assumerai de le refuser. J'ai une dernière question, Daniel. J'ai posé la même question hier à mon invité, c'était Alain Colombel, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Je l'ai fait réagir au sondage de ce week-end, qui est évidemment critiquable à bien des égards, puisqu'on est loin de l'élection présidentielle, mais qui peut-être donne aussi une tendance. La gauche est loin, très loin de rompre le duel Macron-Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est crédité de 10 à 11% des voix, Jadot entre 7 et 10%, Hidalgo fait tout juste 6%, Arnaud Montebourg, quand il est testé, est à 5%. Quelle lecture tu fais de ce sondage et est-ce qu'on peut en tirer quelques enseignements sur la stratégie, sur les alliances ou pas à venir? Alors, c'est vrai que déjà, on n'est pas dans le pays, hein, on n'est pas en campagne présidentielle. Nous, on est déjà en campagne présidentielle parce que nous, on a fait le choix de faire une campagne longue parce qu'on estime justement que pour casser ce duel Macron-Le Pen, il va falloir vraiment remobiliser les abstentionnistes dans une dynamique d'adhésion. Voilà. Je pense que là, les gens sont en train de subir une telle intensité de la crise sanitaire, de la crise sociale. Enfin, je veux dire, c'est quand même la révolution néolibérale, elle est d'une violence absolue. Hein. Elle est en train de tout casser. Donc, il faut absolument remobiliser et montrer qu'il y a voilà, une lumière au bout du tunnel, qu'il y a une autre politique alternative qui peut être faite. Et donc, pour nous, on a vraiment un travail sur le long terme à faire d'adhésion. C'est pour ça qu'on a le profil Nous sommes pour, et en donnant des débouchés, en disant, ben voilà, regardez, la crise de démocratique, on peut convoquer une assemblée constituante de la 6e République. La crise sanitaire, une planification est possible. L'enjeu écologique, voilà et gagner sur l'adhésion sur des propositions. Bon. Maintenant, c'est sûr qu'on voit à travers ce sondage qu'on a raison de s'y prendre longtemps à l'avance parce que pour l'instant, les éléments ne sont pas hauts. Néanmoins, moi, ce que je constate, c'est qu'on est déjà plus haut pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon qu'on ne l'était au début de la campagne présidentielle précédente. On ne commence pas du tout au même niveau. Et par contre, toutes celles et ceux qui, lorsque Jean-Luc a proposé sa candidature, disaient « Ouh là là, c'est pas le moment, ça va pas du tout, on a autre chose à faire que cela », en fait, ils sont tous, et on le savait, ils sont tous sur les starting blocks et juste, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Après, la vraie question, c'est quel est l'enjeu aujourd'hui? Quand tu as un rouleau compresseur néolibéral, comment est-ce qu'on prend le sujet? Moi, j'ai écouté avec attention, par exemple, le discours d'Anne Hidalgo à ses vœux, où elle prépare et on la met en scène comme la possible candidate du Parti socialiste. Et elle avait une phrase assez importante qui revenait assez souvent dans son discours, c'est qu'il fallait changer de modèle et qu'il fallait sortir de l'ancien modèle. Mais jamais elle ne caractérise ce modèle. Or, pour moi, ce modèle, c'est le néolibéralisme. C'est ce modèle-là qui fait que la misère explose. C'est ce modèle-là qui fait qu'on n'est même pas fichu en France de produire notre propre vaccin, d'avoir notre souveraineté sanitaire. C'est ce modèle-là qui fait qu'on continue à donner des milliards à des grandes entreprises qui licencient. L'enjeu pour cette présidentielle,
c'est de montrer que face à l'extrême marché de Macron, qui crée aussi, tu vois, une connivence avec l'extrême droite. Hein, on a vu son jeu à Macron, je veux dire, hein, quand il veut réhabiliter Pétain, Maurras, il fait des gros clins d'œil à l'extrême droite. Hein, puis la loi séparatiste, c'est pour montrer, regardez, moi aussi, je suis anti-musulman. Bon, face à cette bascule-là très inquiétante, l'offre politique qui est mise sur la table, c'est justement une offre politique qui est en rupture avec le néolibéralisme et qui se fait en pour réduction du temps de travail, redistribution des richesses, bifurcation écologique. Voilà, en pour, il y a un autre projet possible de société, on peut se retrouver et qui redonne du courage aux unes et aux autres de lutter, voilà, et d'offrir une nouvelle perspective pour le pays. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été mon invité aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité.